Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo sur Global Africa Télé Sud. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses et décryptages et parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de quelques grandes voix de l'émission. Alfred Sango Lokoro, bonjour. Bonjour Francis. Alfred Sango Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne. Gratien Rukidi-Kiza, bonjour Gratien. Bonjour Francis. Vous êtes analyste politique et essayiste. Maître Jean-Paul Benoît. Bonsoir à tous. D'être là. Avocat, député européen honoraire et ancien haut fonctionnaire. Et enfin Guy Debal, consultant d'entreprise et analyste politique. Merci bonjour Francis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'essentiel de cette édition sera consacré aux résultats et au lendemain de l'élection présidentielle aux États-Unis. Un retour sur les résultats de cette élection avec les premiers enseignements d'un scrutin que l'on disait à haut risque. Nous parlerons également dans cette édition, dans une deuxième partie, nous porterons un regard sur une bonne nouvelle, les récentes élections législatives au Botswana, qui vient donc, ce pays qui vient de faire la démonstration d'une tranquille alternance démocratique. Voilà donc pour le sommaire. Retour donc sur l'élection présidentielle américaine avec les commentaires et les analyses des chroniqueurs. Alors, il faut dire que nous enregistrons cette émission, nous devons aux auditeurs cette vérité. On enregistre cette émission quelques heures seulement après l'annonce des résultats de cette élection, avec donc la victoire sans conteste et sans contestation de Donald Trump, un retour absolument, on fait qualifier déjà d'historique, en tout cas d'inédit, d'un ancien président à la Maison Blanche, donc un ex-président, qui devient le futur président, le futur nouveau président, en tout cas le président élu, comme on dit aux États-Unis, de ce pays. Alors, Fred, on va faire un rapide tour de table pour connaître vos sentiments, parce que vous êtes tous un peu, je dirais, sous le coup de cette information. Vous avez certainement veillé cette nuit? Non, Francis, je n'ai pas veillé. Je me suis levé à 5 h du matin pour regarder les résultats. Et quand j'ai vu cet écart de 91 à 227, je me suis dit que c'était plié. Et donc après, j'ai plus suivi en tant que tel. Mais je sollicitais votre sentiment, en fait. Juste votre sentiment. Alors, mais d'abord... Vous avez suivi cette élection avec beaucoup de passion, nous le savons? Oui, avant. Vraiment avec beaucoup de passion. Et si j'avais été américain, j'aurais voté pour Kamala Harris. C'est pour ça que je demande encore votre sentiment. Et plus que jamais, je la soutiens encore, malgré cette défaite. Et pour être plus tout à fait fair-play, féliciter le président Charlot, qui vient d'être réélu. Comme titre un journal américain, c'est une élection à haut risque pour les États-Unis, l'élection de Donald Trump. Et comme vous êtes grand démocrate, vous acceptez bien sûr les règles du évidemment, le peuple américain a tranché. On perd une élection. Exactement. Pour Donald Trump, c'est peut-être pas pareil. Donald Trump, c'était quand même on gagne ou on gagne. C'est ça. Exactement. C'est un slogan qu'on a entendu lors de certaines élections présidentielles en Afrique. En Afrique, voilà. Tout à fait. Gratien, votre sentiment au lendemain de cette élection? Tout d'abord, pour moi, c'était prévisible que Trump allait gagner. Je ne me posais pas vraiment la question qu'il allait perdre. Donc parce que, en fait, ce sont les Américains qui ont... Votre sentiment d'abord. On va passer aux analyses plus tard. Sentiment, c'est que... Vous n'avez pas de sentiment particulier? Non, je n'ai pas de sentiment en particulier. C'est que je me dis, par exemple, pour le monde, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, je me dis, les Américains tels qu'ils sont, ils ont voté comme ils sont. Donc, c'est normal. Je suis content que les Américains votent comme ils pensent et non pas comme certains des médias ou l'establishment aimeraient bien qu'ils votent. Parce que pratiquement tout le monde voulait que ce soit Kamala Harris. Tout le monde, n'était pas tout le monde. Beaucoup de gens. Il y avait une compétition quand même. Tout le monde, sauf les électeurs. Sauf les électeurs. Surtout le monde. Ce qui est quand même important. En dehors des États-Unis, quand on voit par exemple l'Europe, comment les médias, tout. Mais en réalité, c'est que pour moi, c'est que les Américains, ils ont voté comme bien avant. Les Américains, il faut qu'on se dise. Moi, je me dis que tels que sont les Américains, eh bien, ils ont voté comme. D'accord. Comme ils pensent. D'accord. Oui. Ceci dit, ailleurs dans le monde, on était légitime à espérer que Kamala Harris gagne. Oui, exactement. Si c'était le monde qui votait, Kamala Harris aurait gagné 80%. Oui.
Guy Debal, votre sentiment? Alors mon sentiment, c'est bon, il est assez neutre. Hein, vous savez, moi je regarde ces élections. Oui, mais vous pouvez rigoler. Je regarde ces élections. Votre neutralité n'est pas convaincante, absolument. manifestement. Ouais, non, mais c'est pas grave. Vous savez, c'est dans la chaleur du débat, on aura l'occasion d'échanger. Non, mais dites-nous sincèrement votre sentiment. Mon sentiment, c'est que c'est un retour du réel. Hein. C'est vraiment un monde imaginaire de cet appareil démocrate, de cette intelligentsia démocrate. Qui vit dans une bulle un peu très conceptuelle, bordée d'éléphants roses, qui s'est fracassée sur le réel de la vie concrète des Américains. Moi, je suis un peu comme Gratien. Vous ne faites pas le film après le... Non, pas du tout. Puisque dans le cadre de cette émission, notamment, j'ai eu à plusieurs reprises à me positionner et à dire que cette élection était corrue d'avance. Déjà parce que c'est le réel qui fracasse un peu le monde imaginaire de l'intelligentsia démocrate, hein, vous savez... qui est un peu un but d'elle-même et qui finalement on n'a pas compris. Oui, absolument. Il y a un soupçon de populisme dans votre propos. Non, pas du tout. Écoutez, la preuve, hein, vous savez, quand les électeurs vous donnent raison, on ne peut plus parler de populisme, puisque le respect de la démocratie, on a un petit sourire de contentement. Oui, bien sûr. Bon, je sais que vous souriez parce que vous faites beaucoup d'efforts, mais pas du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, je serai gentil avec vous. Mais pas du tout. Ouais, non, c'est vraiment un retour du réel, premièrement. Votre sentiment est absolument, disons, neutre. Il est neutre, pourquoi? Alors, je dois m'expliquer. Oui, non, vraiment. Alors, mon sentiment, il est neutre, pourquoi? Parce que je réfléchis en tant que Français et je pense que ce soit Donald Trump ou que ce soit Kamala Harris ou que ce soit Joe Biden, le problème pour la France, il est exactement le même. Et j'en terminerai par dire qu'en tant que Français, je constate qu'une entreprise comme Alstom ou Technip, elle n'a pas été prise par les Américains sous le mandat de Trump. Elle a été prise sous le mandat d'Obama. Donc là où je veux dire, c'est que les Américains... J'ai du mal à le suivre. lien, il est simple, c'est qu'en tant que Français... Je sollicitais votre sentiment, là, vous êtes parti. Mon sentiment, il est neutre. Et je l'expliquais. Inattendu. Mais ce n'est pas un sentimental. Mais Jean-Paul Benoît, s'il vous plaît. Oui, moi, je vais commencer par dire justement, je n'ai pas de sentiments. Et quand on fait une analyse politique, si on le fait à partir de ces sentiments, on arrive à dire n'importe quoi. Je dis ça pour personne, d'ailleurs. Les Américains ont choisi en connaissance de cause. Quand ils ont voté, il y a 8 ans, pour Trump la première fois, ils ne savaient pas réellement qui était M. Trump. C'était une bête de scène qui avait fait de la télévision et qui apparaissait comme une espèce d'intrus dans la vie politique. Là, la campagne a été plus radicale que jamais et son électorat en a redemandé. Donc M. Trump a été élu. Alors mon sentiment, d'abord, je ne vais pas essayer de refaire l'élection, c'est très facile après en disant elle aurait dû faire ça, elle aurait dû dire ça, mais là elle s'est trompée, mais lui il a gagné. Moi ce qui m'intéresse, c'est quelle va être la politique de M. Trump aux États-Unis. On va y arriver. Et ensuite, on va y arriver. L'Europe. Que devient l'Europe dans cette espèce de maelstrom cosmique? Alors, il faut dire que c'était une élection que Donald Trump n'acceptait pas de perdre, il faut bien le dire. Mais ce qui étonne le plus, c'est l'ampleur du score qui est réalisé, qui n'a rien à voir avec le résultat serré que nous prédisaient les sondages, Alfred. Alors, c'est une victoire massive. Oui, tout à fait. Triomphe. Oui, absolument. Y compris le Sénat et la Chambre des représentants qui reviennent comme le dirait Macron, c'est un échec, c'est pas une défaite. Alors, ce qu'il y a, c'est que les sondages ne se sont pas trompés. Non, je n'ai pas dit qu'ils se sont trompés, j'ai dit qu'ils prévoyaient des scores très serrés entre les deux candidats. Pourquoi, à l'arrivée, ce n'est pas le cas. C'est ça, voilà. Pourquoi les sondages prévoyaient cela? C'est au fond, par rapport, mais ça les sondologues, ils peuvent le dire mieux que moi, c'est un problème d'échantillonnage en temps et en heure, au fond. Et si on prenait les personnes, les échantillons qu'ils avaient entre le mois d'août et aujourd'hui, effectivement, les personnes qui étaient interrogées répondaient effectivement. Et ça faisait penser à tous ces sondologues et que, effectivement, l'élection allait être serrée. D'accord, ça c'est... Comment traduire électoralement, ou même politiquement, voire sociologiquement, l'ampleur de ce résultat? Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'au fond, on regarde ceux qui ont voté pour
par exemple, Kamala Harris, à la sortie des urnes, on voit bien par tranche d'âge, classe d'âge, de 18, 24, 34, 60, etc. Et on voit très bien, par rapport aux urbains ou aux banlieusards ou aux villages, comment il y a une sorte de d'étiage dans les choix, justement, des électeurs. Et pour Trump, pareil. Mais globalement, ce qui en sort, c'est que, les urbains, beaucoup, ont voté pour Kamala Harris. Les démocrates n'ont pas fait Kamala Harris, mais les démocrates, en général, ne se sont pas donné la peine d'aller vers la campagne. Trump a fait les campagnes, s'adressant aux counties, s'adressant aux suburbains. À sa base d'abord. Bien sûr. Manifestement, il est allé au-delà de sa base. Oui, mais tout à fait. Largement. Mais largement, c'est-à-dire par rapport au thème qu'il a développé. Par rapport au thème qu'il a développé, d'ailleurs... Ce sont les mêmes thèmes, au fond, grosso modo. Il a juste amplifié, je dirais, la promesse. Non seulement ça, mais ce qu'il faut ajouter... Non, montrer quoi, là? Ce que je vais démontrer tu veux par là... démontrer que Kamala Harris a gagné? Non, on l'a déjà dit dès le départ. Il n'a pas contesté les résultats. Ouais. On est en train d'expliquer, au fond, le processus qui mène justement. Mais il n'est pas clair. Le sondage. Pardon? Pour les sondages. Oui, pour les sondages, bien sûr. C'est plus le c'est ça. sujet. Bien. Donc, les sondages, effectivement, montraient au départ qu'il y avait, de toute façon, on a fait des émissions ici où tout le monde était d'accord pour dire ça va être serré. Ça, c'est vrai. Exactement. Sauf qu'effectivement, au moment du vote, alors, où je vais en venir, c'est-à-dire que le sondé, quel qu'il soit, peut dire ici et maintenant qu'il va voter pour tel, mais quand il se retrouve dans l'isoloir, il fait ce qu'il veut. Oui. Encore heureux. Mais tout à Ça fait. s'appelle la démocratie. Ouais. Mais il n'y a personne qui conteste cela. Vous avez l'air d'être surpris. Non, donc, je ne suis pas surpris du tout. Je suis pas surpris du tout. Ouais. J'explicite ça simplement de cette manière-là. D'accord. Que ce soit pour Trump ou pour Kamala Harris, le processus, il est le même. Mais peut-être qu'il faut ajouter aussi... Mais au-delà des sondages, Oui. je vous demandais en fait la traduction politique, électorale ou même sociologique de ce résultat. Oui. Alors, sociologiquement... En quelques mots. Oui. Sociologiquement, c'est ce que j'expliquais. Je dis, il y a une partie de la population qui a voté, noire, qui a voté massivement pour Kamala Harris, mais pas autant qu'elle voulait. Une partie d'entre eux a voté pour Trump, les hommes en particulier. Et les femmes aussi. Les femmes aussi. Ah, ouais. Mais pourquoi? Parce que justement, quand on va dans le fond des choses, on s'aperçoit que certains hommes noirs qui sont dans le masculinisme de Trump se sont reconnus. Absolument. Arrêtez avec les arguments moraux. C'est de la politique. Non, c'est pas. Mais si, mais. Vous voulez les envoyer en prison? Politiquement, ça. Vous voulez les envoyer en prison? Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? On est en train d'analyser. Ils ont exercé leur droit. Mais il ne le reproche pas. Non, je dis simplement. Il est juste en train de faire le constat. Est-ce que vous les avez sondés pour savoir que c'est à cause de leur masculinisme? Les analyses qui sont faites post-électorales. Les analyses des sondeurs qui se sont plantés. Non. C'est là, ça? Des journalistes, des intellectuels américains, bien sûr. Il faut bien des motivations pour voter, quand même. Des intellectuels américains, des politiciens américains qui sont en train justement d'y réfléchir post-électoralement et qui le montrent. Oui, un mot, parce que là j'ai vraiment l'impression d'entendre Raffarin, the win needs the yes, the yes là, needs the no to win against the no. Que je n'ai pas. Non, dès le départ, on a posé que Trump a gagné. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre explication est aussi claire. Votre explication est aussi claire, aussi brillante que the no needs the win, the yes to win against the no. Enfin, votre référence. De Raffarin. Non, mais c'est pour dire que c'est. Elle n'est pas universelle cette référence non plus. En tout cas, le public français, lui. Peut-être même africain, d'ailleurs. Sans m'écouter au-delà du à un moment français, donné, je veux dire, un écart aussi écrasant dans quasiment l'intégralité des, si vous avez vu la carte, des États, avec des écarts parfois... Sauf qu'on a vu la carte quand même. Vous avez eu 10 minutes, s'il vous plaît, si je peux juste avoir 3 minutes. Allez-y rapidement. Avec des écarts de 13 points. De 13 points ne peut dire qu'une seule chose, même si on peut le déplorer ou s'en réjouir, c'est que Donald Trump a su porter dans son discours
des attentes des Américains. Il a su leur parler. C'est ce qu'on dit toujours après coup. Hein. Mais, oui, mais parce que j'entends les démocrates qui disent « Ouais, non, mais parce que peut-être que les électeurs ont dit à un moment donné, mais ils ne l'auraient pas dit avant, mais peut-être qu'entre-temps, ils auraient changé. » Alors, si non, c'est pas ça l'argumentation. Oui, la tranche d'âge, etc. C'est pas ça l'argumentation. Donald Trump a fait... Enfin, moi, j'ai eu l'occasion... Il ne répondait pas à ma question. C'était ça. Si je peux juste finir ma phrase. Mon boulot, c'est de poser des questions. Oui. Et mon espoir, c'est d'avoir des réponses. L'analyse, elle est très simple. C'est que l'analyse est des espoirs déçus. C'est ça. Non, mais l'analyse, elle est très simple. C'est que la préoccupation principale des Américains, et c'est la même chose pour les Européens, on pourra en parler sur un autre scrutin, est leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie et, si vous voulez, leur avenir. Comment les citoyens, qu'ils soient noirs, mexicains, etc., comment arrive-t-il à se projeter dans l'avenir? Sauf que quand vous avez une candidate démocrate qui arrive et qui dit moi, je vais continuer la politique de Biden et la seule différence entre lui et moi, c'est... Caricature. Vous avez du mal à laisser parler les gens. Vous avez beaucoup de mal. C'est de la caricature, puisque... En tout cas, moi, sur les sondeurs, je vais quand même dire un mot et je passerai la parole à mes voisins. On a quand même dans l'Iowa... Basez-vous sur des faits, soyez précis. Le jour même de l'élection... Et donc, ce n'était pas 3 jours avant. Et une des plus grandes journalistes et un des plus grands sondeurs avait prévu une victoire de Kamala Harris de 3 points. Elle a perdu de 13 points. Donc, ce n'est pas une question de tranche d'âge. Ça arrive. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est fâcheux quand même. Hein. Bon, moi... Je veux quand même rappeler, Maître Jean-Paul Benoît, que avant même la fermeture de tous les bureaux de vote, Donald Trump avait commencé à dénoncer des fraudes massives, en désignant notamment la Pennsylvanie. Bon, à l'arrivée, quand même, voilà, les résultats lui ont été favorables. Il a accepté donc les résultats des élections, alors que pendant plusieurs semaines, on entendait ses partisans menacer, promettre des lendemains difficiles si jamais leur champion était... Oui, mais ça, c'était la mise en scène. N'était pas élu. La mise en scène de Trump, qui est un acteur politique. Plus qu'un homme politique, je dis un acteur... Qui a quand même créé des tensions dans le pays. Mais absolument. Au sens du théâtre et de la comédie politique. Alors moi, je ne vais pas refaire l'élection, elle est faite. Et je ne vais pas essayer de savoir les sondeurs. Le sondage, c'est l'état de l'opinion à un moment donné. Exactement. Quand on a dit ça, on se débarrasse du problème. Et ensuite, sondage ou pas, il y a le vote physique des citoyens qui s'expriment. Donc les Américains... C'est ce que j'ai dit, hein. Ah, mais vous avez presque tout dit. Je peux même m'arrêter. Non, mais parce que tout à l'heure, tu disais que tu ne comprenais pas. Vous pouvez compléter. Vous pouvez compléter. Finir mes phrases. Non, mais Jean-Paul, tout à l'heure, tu disais que tu n'as pas compris, mais finalement... Compléter avantageusement son propos. Non, mais comme il est professeur, j'ai toujours l'impression que je vais avoir une mauvaise note à la fin. Non, je ne note personne ici. À la fin de l'émission. Bon... Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur de ce... J'ai été surpris par l'ampleur, effectivement. Je pensais que l'élection serait plus tendue, ce qui serait plus... que les deux candidats pourraient être au coude à coude, et c'est ce que donnaient toutes les analyses. Bon, donc là, tout le monde s'est plus ou moins trompé, plutôt plus que moins. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette élection, alors il y a des motivations sociologiques, sociales, géographiques, les campagnes, la désindustrialisation, l'inflation, le pouvoir d'achat, sont des thèmes communs à tous les débats démocratiques. Quand on parle en France, on parle de l'inflation, on parle de la suppression des emplois, on parle... voilà, ce sont des thèmes de la vie courante. Et Trump a su incarner cette espèce de vie courante. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est, quelle va être la politique de Trump et quelles vont être les conséquences de cette politique pour le monde, et en particulier pour l'Europe. Là, c'est des espèces de focalisation chez moi, ayant été parlementaire européen, et en plus, j'étais vice-président de la délégation du Parlement européen avec les États-Unis, j'ai tout ça en tête. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est face à Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai un certain... Et va-t-il tenir ses promesses? On va y revenir tout à l'heure. L'idée reviendra. Et que peut faire l'Europe? Oui. Gratien? Oui, revenant justement sur les sondages, en fait, c'est qu'il y a un échantillon. Ça dépend comment on a choisi les gens qui sont dans l'échantillon, ce qu'on appelle l'échantillonnage, au niveau des statistiques. Et
chaque fois qu'il y a les élections, ou aux États-Unis, chaque fois pour Trump, les sondages sont en dessous de la réalité. Ça se remarque. Et moi, j'analyse souvent la tendance. Même en France, quand il y a les élections, je regarde la tendance. Les sondages, à un certain moment, Trump, il était en dessous de Kamala Harris. Et il y a eu une certaine progression. Et la progression, c'était presque à égalité, juste quelques jours avant les élections. Et en ce moment, on constate que les discours ont changé, surtout le discours de Kamala Harris, qui ne proposait plus les idées, mais qui était surtout en confrontation avec Trump. Oui, enfin, elle répondait surtout aux objectifs de Donald Trump. Et chaque fois, on a une analyse, je dirais intellectuelle, de dire les idées, qu'est-ce que c'est. Mais les Américains, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont besoin d'entendre l'immigration, la lutte contre l'inflation, la sécurité. Rien que ça. Le reste, les stars qui défilent, finalement, ça marche aussi parfois. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Oui, ça peut marcher. Voilà, oui, ça peut marcher. Mais il n'y a pas de recette, je dirais, qui soit standard. Mais en réalité, les gens qui votent, il faut savoir que les Américains, on parle de la classe moyenne et des gens. Il y a toutes les classes, comme partout. Il y a toutes les classes, mais les gens, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas finalement de la classe moyenne en soi et qui comprennent un certain discours avec des idées simples. Quand on commence avec d'autres idées, partout. Ils sont et ça c'est très important. Comme partout. La personnalité des candidats. Il ne faut pas essentialiser les Américains, enfin. Surtout aux États-Unis. Non, mais ce que dit Gratien est quand même tout à fait pertinent. C'est-à-dire quoi qu'au fond, si on prend les dernières élections américaines, depuis 2008, 2016, 2020, au fond, il s'est passé quoi par rapport à Donald Trump? Avec sa rhétorique de diminution de ses adversaires. Diminution? Oui. Ben exactement. Je ne comprends pas ça. Ah, tu ne comprends pas? Non. Alors, c'est-à-dire qu'il insulte, qu'il est minore. Oui, exactement, voilà. Donc, il y a cette rhétorique. Il y a la rhétorique du catch. Il l'a fait avec 2, 3 slogans, mots. Voilà, je vais supprimer l'inflation, je vais faire ceci. Et puis, Kamala, tu es viré. C'est tout. Son public entend ce discours. Il a dit pire que ça. Exactement. Non, mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non, mais il fallait une personnalité qui lui réponde du tac au tac. Kamala Harris n'a pas répondu. Non, c'est là où je voulais en venir. C'est conviction. Non. Parce que, j'ajoute, elle était doublement handicapée. C'est vrai. Parce qu'elle a été désignée tardivement par un processus. Tout à fait. Qu'on peut qualifier de non démocratique dans le choix du Parti démocrate, et en même temps... 3 mois de campagne. Elle était une campagne très brève, et elle était en même temps comptable du bilan de M. Biden, tout à fait. Qui marque des faiblesses intellectuelles et physiques quand même importantes. Oui. Donc, c'était pas simple. Je peux terminer mon propos rapidement. C'est simplement dire ceci. Depuis la campagne de 2016 à aujourd'hui, Trump a réussi à écarter tous ses concurrents républicains et à détruire le parti républicain. C'est sûr. Le seul briscard politique qu'il a eu en 2020, le seul briscard qu'il a eu en 2020, c'est justement Joe Biden, parce que Joe Biden avait compris la logique et le fonctionnement de Trump. Au fond, aujourd'hui, Kamala Harris a été confronté au même problème que les rivaux républicains de Trump, qu'il a tous éliminés, dont Nikki Haley, la dernière. Ce qui fait effectivement qu'avec ce discours simple, où il comprend la psychologie de la foule, comme il l'a fait au catch avec WWE, et c'est la même tactique qu'il a appliquée pour justement capter son auditoire. Merci ne soyez pas impatient. Non, allez, prenez la parole. C'est comme si la parole est censée tourner, donc j'aimerais bien m'exprimer aussi. Mais tu t'es exprimé quand même. Oui, bien sûr. On est impatient de t'entendre. Merci, maître. On a le sentiment qu'ils se sont brimés. Non, écoutez, nous sommes dans un débat animé et les auditeurs sentent bien cette énergie qui se dégage de nos échanges. Bien sûr. Écoutez, Alfred, ce que vous venez de décrire, ça s'appelle de la politique.
Bien sûr. Et donc, si vous reprochez à Non, Donald je lui Trump- reproche pas. Non, mais... Non, je lui reproche pas. Laissez-moi. Oui, mais vous avez l'air de dire oui, c'est à Non, cause je de dis, lui. c'est ça, Il sa a attaqué stratégie. ses adversaires en interne oui. et puis en face. Mais c'est ça sa Ça stratégie s'appelle de la pour, politique. justement... Ça s'appelle de la politique, et comme le dit Maître Jean-Paul Benoît, il Mais on est revenait tout à à fait ses d'accord. adversaires de lui répondre. Et s'ils n'ont pas Non, été en parce que- mesure, ce n'est pas de sa faute. On est Vous voyez d'accord. ce que je veux dire? Donc, On est d'accord là-dessus. Non, mais enfin voilà, c'était juste Mais pour allez vous jusqu'au bout de répondre. votre propos, parce que sinon on va pas... Non, mais le but, mon propos, il est très simple, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette victoire de Trump, on peut adorer le personnage ou le détester ou le vouer aux gémonies, enfin peu importe le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de ce président, c'est une victoire qui est méritée. Quand vous gagnez de manière aussi nette, et quelles que soient les catégories, parce que moi j'ai vu quelques sondages aujourd'hui. C'est un jugement de valeur. J'ai vu quelques sondages aujourd'hui, alors c'est même pas des sondages, ce sont des analyses de sortie des urnes qui disent, contrairement à ce que vous dites, que l'électorat de Trump est composé en grande partie d'un électorat aisé, bourgeois, c'est-à-dire donc voilà, peu, oui, mais Ils bourgeois. sont pas nombreux. Non, mais contrairement à l'idée reçue que Trump c'est un populiste, donc il draine les classes populaires, non, etc. non, Les analyses de sortie d'urne disent exactement le contraire. Ok. Ce qui veut dire qu'il a élargi sa base, D'accord. d'où l'écart, Très bien. et donc c'est une victoire Vous l'avez dit. méritée. Voilà. Maître Jean-Paul Benoît, alors, on parle bien sûr, on n'en manque pas de parler de la victoire de la démocratie américaine, évidemment, qui a surmonté tous les périls annoncés. Bon. Mais alors, comment vous expliquez quand même fondamentalement, parce qu'il faut qu'on parle du personnage, de la personnalité de M. Trump, comment vous expliquez que les Américains confient à nouveau les rênes du pouvoir à quelqu'un qui a fait vaciller cette démocratie il y a 4 ans en refusant spectaculairement sa défaite, ce qui a occasionné les fameux événements de janvier 2021 contre le Capitole? C'est compliqué cette analyse. Pendant son On a mandat... quand même une personnalité quand même qui a failli provoquer ce qui ressemblait à une tentative de coup d'État. Je vais y venir, c'est une personnalité clivante, brutale, qui a moralement un certain nombre d'activités qu'on peut condamner. C'est un personnage hors du commun, et c'est quelqu'un qui est entré, je mets entre guillemets, par effraction dans la vie politique, utilisant son statut de milliardaire. Et les Américains, ce qui les différencie des Français, d'une certaine manière, respectent les gens qui gagnent de l'argent et disent « et pourquoi pas moi qui suis rien, je vais peut-être devenir milliardaire ». Et ça, Trump s'est utilisé, ce ressort psychologique. Ensuite, pendant ces 4 ans, et je vais en arriver au Capitole à la fin, il n'y a pas eu de conflit majeur. Non. Et ça, il s'en est beaucoup servi. Et il a tenté, avec Kim Jong-il et la Corée du Nord, un dialogue qui n'a pas abouti. Moi, je connais ce pays, j'y suis allé. N'est-ce pas? C'est un sujet en soi. Et il a ensuite... Tu as aimé fréquenter les dictateurs, toi. Avec les accords d'Abraham, à sortir Israël de son isolement par rapport à un certain nombre d'États du Proche-Orient. Et les accords d'Abraham allaient être élargi à l'Arabie Saoudite s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, etc. C'est un autre sujet. Donc, en plus, sur le Covid, après avoir fait des déclarations stupéfiantes en disant on prend un peu d'eau de Javel et on guérit le Covid, il a mis des sommes importantes dans la recherche pour le Covid. Donc, ces 4 ans de présidence n'ont pas été... Et puis le désengagement en Afghanistan aussi. Ça s'est quand même mal terminé par les événements du Capitole. Le désengagement en Afghanistan aussi. C'est Biden qui emporte. Ça ne s'est pas bien terminé. Non, celui qui avait négocié. Alors, on arrive à la fin. Mais c'est Biden qui a géré. C'est le risque du personnage de cette nature. Ah oui. Il n'accepte pas fondamentalement les principes et les ressorts de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est important de le dire. C'est quelque chose de sophistiqué qui mérite un engagement intellectuel, spirituel d'une certaine manière. Et il y avait un peu de ça dans le message américain. Et ça, Trump ne l'a pas. Donc l'affaire du Capitole, il a poussé son vice-président à ne pas homologuer les résultats. Le vice-président a refusé. Il a même demandé à ce qu'on renverse les résultats à certains endroits. Voilà, et il a pas... Pennsylvanie. Et il a cette force. Chaque fois qu'il est accusé, il joue de la victimisation et d'une certaine manière, ça marche. Donc c'est une bête de scène. Maintenant, cette bête de scène va-t-elle être un président pendant les 4 ans qui viennent? C'est la question qu'on peut se poser.
C'était quand même une campagne émaillée de mensonges, de fake news, bien sûr, c'est bien ce que je de viens vérités alternatives, de falsification de la réalité. Est-ce donc ainsi qu'on fait la politique aujourd'hui? Ah non, moi, c'est pas comme ça que je pense qu'on doit faire de la politique. Est-ce que c'est ça le nouveau monde qu'on nous promet? Puisque non, mais, je vois que cela fascine certains. Moi, je ne vais pas passer mon temps à embellir le passé politique, le passé international, le passé religieux a été violent, a été dramatique, la guerre de 14, le nazisme, la colonisation dans ses aspects les plus brutaux, sauf qu'il n'y avait pas la même résonance que maintenant. Le moindre incident qui se passe au fin fond des États-Unis, au fin fond de l'Ariège ou de l'Afrique est immédiatement relayé par les réseaux sociaux. Donc il y a une autre façon qui est une espèce de mise en condition permanente sur des faits violents. Et on aboutit à des simplifications. La politique, ça doit être le contraire de la simplification. Et moi, je cite toujours cette phrase de Raymond Aron, parce que j'essaie de l'appliquer à moi-même dans mes analyses. Mon seul fanatisme, c'est celui de la nuance. Alors, et M. Trump n'est pas non plus le parangon de la nuance. M. Trump n'a pas lu Raymond Aron, c'est bien dommage. Alors, moi si vous voulez, pour aller dans... Grasset n'a pas beaucoup parlé. Non, j'ai pas beaucoup. Il a parlé la moitié du temps. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que il faut savoir prendre la parole. Donc, vous en moi, c'est pas dans mes avis. Je vous donne la parole, Gracien, parce que vous la sollicitez depuis quelque temps en me regardant, donc vous avez la parole. Merci. Vous allez pouvoir donc de façon générale, c'est ce que vous avez. Et on ne l'interrompt pas. Voilà, exactement. Sur la personnalité. Il y a une certaine discipline. Sur la personnalité. Oui, voilà. Alors, sur la personnalité de Trump, justement, en soi, on peut se dire, cet homme-là ne peut pas être élu président des États-Unis. Mais un grand pays, le pays le plus grand pays économiquement et militairement dans le monde. On se dit c'est un pays où, je ne peux pas dire démocratiquement, c'est pas le pays le plus démocratique. Bon, pour moi, ça reste un pays. Oui, ça reste un pays démocratique, mais c'est pas le pays le plus démocratique. Il y en a un autre plus démocratique peut-être. Quand on voit vraiment le style d'élection. Je me dis, la Constitution a besoin d'être changée. Vous avez les catégories. Quel est le pays le plus démocratique? C'est un autre débat. Il n'y a pas de démocratie parfaite, disons. Oui, ça dépend de la vie. Nulle part. Oui. Et en réalité, quand on regarde, par exemple, l'homme, ce qu'il dit, les Américains, il y a certains qui intervenaient même à la télé qui disaient ce qu'il a dit, des bêtises, ce n'est pas notre problème. Mais il y a un socle. C'est bien que les Américains, par exemple, quand ils jurent, même quand lui, il va prêter serment, il prête serment sur la Bible. On ne pourrait pas le faire dans plusieurs pays européens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est croyant, plus croyant que l'autre, Trump est affilié aux gens qui croient beaucoup par rapport à Kamala Harris. Et on peut se dire que cette personne, quelles que soient ses idées, c'est une personne entre guillemets, qui est proche de Dieu. On connaît bien les Tea Party, le parti de... Donc on peut se dire que finalement, les gens, la personne qui croit comme nous est proche de nous par rapport à la personne qui peut dire, par exemple, je soutiens l'avortement ou autre, que la religion, surtout les gens un peu intégristes, sont opposés. Et on se dit finalement, cette personne-là, quelles que soient ses idées, je vais voter pour lui. Deuxième chose, au niveau économique, on se dit, lui, il y en a même des gens qui en parlaient, c'est un type qui a réussi économiquement, le rêve des Américains, le rêve américain. Finalement, on peut se dire, ce qu'il dit, il va lutter contre l'inflation et il va avoir beaucoup plus de moyens, donc je vais voter pour lui par rapport à un autre discours que je n'arrive pas à entendre. Alors cette élection a aussi un casse-tête pour la justice américaine, qui va donc devoir composer avec un président élu, mais quand même visé par plusieurs procédures judiciaires. Il aurait dû comparaître cette année 4 fois au tribunal pour des poursuites pénales et répondre aussi de 34 chefs d'accusation
J'ai envie de vous demander de façon un peu abrupte, c'est un super délinquant qui sera désormais à la Maison-Blanche, Guy Debal? Écoutez, super délinquant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces procédures n'iront pas très loin. Objectivement, on a eu un président, c'est pas le premier président déjà à avoir été poursuivi par la justice. On se souvient tous. Non, à ce point, non. Écoutez, on se souvient tous de l'affaire du cigare. Oui, Bill Clinton a failli être destitué. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous disons là. Si. Attendez. Non, Guy, soyez sérieux. Je suis désolé, Francis. Mais 34 chefs d'accusation, quand même, 4 procès au pénal. Dans une époque contemporaine, actuelle, avec la vague MeToo, Bill Clinton n'aurait pas résisté. Alors répondez à ma question, s'il vous plaît. Ne déviez pas. Ne déviez pas, s'il vous plaît. Écoutez, Stormy Daniels. Ne déviez pas. Est-ce que c'est quand même un problème en soi? Alors, c'est un problème en soi. Oui, non, je ne sais pas si c'est un problème en soi. Écoutez. Si, c'est un problème pour les Américains, ils le disent eux-mêmes. Ils vont devoir gérer ça. Mais sauf qu'ils viennent de les lire, les Américains. Il va s'accorder une amnistie, donc c'est ça. Oui, mais complètement. Oui, ça. Mais vous savez, alors, là, à raison, vous citez les affaires de Donald Trump. Mais il y a aussi des affaires. Non, mais il y a aussi des affaires qui touchent le fils Biden et peut-être je parle du président élu des États-Unis. Mais ce sont les Américains qui l'ont choisi. Guy Debal, nous parlons du président élu des États-Unis. Le président élu par les Américains a la légitimité que lui confère l'élection. Et je parle du casse-tête judiciaire pour les tribunaux, pour les juges, parce que c'est quand même un cas qui est plutôt inédit pour la justice américaine. On peut le déplorer, mais il n'y en aura qu'un pour deux raisons. La première, c'est que je crois qu'il a déjà annoncé que 2 des juges seront virés, puisqu'ils dépendent du ministère de la Justice. Ouais. Donc ça va régler le problème. Virer, le terme est vulgaire. C'est ce qu'il a dit, fire. Un peu. Il les remplace. Non, il a dit fire. Et comme disait, un peu comme il va. Vous ne voulez pas répondre à ma question. Kamala Harris. Donc. Non, mais il a déjà... J'ai pas une question de fond. Les rapports que la justice va devoir donc régler, peut-être adapter vis-à-vis d'un président élu qui aurait dû comparaître cette année 4 fois au pénal. Savez-vous, Francis, cher Francis, savez-vous que même s'il avait été condamné et mis en prison, il aurait pu être élu depuis pas la sa question. Cellule. Non, mais ça veut dire que... J'ai l'impression que vous faites là la propagande de monsieur... Je ne fais pas la propagande. Je dis simplement que ce problème de justice... Vous êtes un agent de communication. Non, pas du tout. Je dis simplement que ce problème, il n'en existera pas parce que l'intérêt supérieur des États-Unis... Non, mais est-ce que ça vous pose un problème fondamental ou pas? Moralement, oui. Ça vous interroge ou pas? Moi, oui. Donc c'est à vous que je posais la question. Oui, non, mais... Mais ça pose un problème au niveau de la démocratie, déjà. Comment est-ce que quelqu'un... Justement, je parlais de démocratie. Comment quelqu'un qui est condamné ou qui est en... Parce qu'on doit présenter un dossier pour se présenter aux élections en disant, par exemple, j'ai pas de problème de démêler avec la justice. Non, c'est pas rédhibitoire aux États-Unis. Non, oui, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Gracien interroge cette démocratie. La démocratie, justement. Mais s'il n'y a pas cette barrière, ça veut dire que quelqu'un, comme il le dit, même en prison, il peut se faire président des États-Unis alors qu'il est en prison. C'est vraiment un problème de démocratie. Et les Américains, s'ils ne veulent pas changer la démocratie ou les lois... Alors, mais il y a on va aller très vite parce que le temps passe très très vite. Il y a un autre point que Guy a soulevé, effectivement, par rapport à cette question de droit. C'est-à-dire que, comme il est élu président, aujourd'hui, la plupart de ses faits tombent. Non, pendant les 4 ans, il ne peut pas être poursuivi. On ne peut pas le poursuivre. Moi, j'ai dit en décrivant le personnage qui posait un problème moral. Moral, tout à fait. Mais il y a le problème du fonctionnement de la démocratie. Et pendant les 4 ans, il ne peut pas être poursuivi. Exactement. Après, on verra ce qui se passe. Très bien. Exactement. C'est tout. Ensuite, clair. c'est ça. Touiller comme ça. Voilà. Enfin, il y a les propos que je trouvais très intelligents et très sage de Liz Cheney. Dit OK. La fille. Oui. Dick Cheney, dont la fille a été menacée par Donald Trump d'un peloton d'exécution. Exactement. Ce n'est pas une blague. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Ce n'est pas une blague. Elle dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Voilà, c'est une très mauvaise blague. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Elle dit. Justement. L'élection a eu lieu. Nous avons un nouveau président. Maintenant, je souhaite aux États-Unis que la démocratie fonctionne. Mais pour que cette démocratie fonctionne, il faut que nous, citoyens américains,
nous puissions veiller à ce que la Constitution, le droit, etc., soient défendus et protégés par nous. Alors, en cas de victoire, il avait promis le pire châtiment. Il avait dit pendant ses meetings, le pire châtiment à ses adversaires. Et je rappelais il y a quelques instants qu'il avait même promis un peloton d'exécution à la républicaine Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Est-ce qu'il faut s'attendre très rapidement à un mandat de la revanche des règlements de compte? Oui. Moi, je dis oui, mais il a annoncé... d'accord. Moi, je dis vous le souhaitez ou... Non, je le souhaite. Francis, ne me prêtez pas des intentions. Oui, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire que je regardais les choses vraiment de l'extérieur de manière neutre. Mais vous êtes taquin, vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais moi, écoutez, j'aime bien cette règle qui est souvent reprise par un criminologue très connu que vous connaissez bien, Alain Bauer, qui dit à un moment donné quand... Criminologue. Oui, bon, en tout cas un expert, qui dit quand les dictateurs ou les autoritaires, les personnalités autoritaires nous disent des choses, il faut qu'on apprenne à les écouter. Allez-y. Donc il a dit qu'il allait faire le ménage, il va faire le ménage. C'est pas le ménage en soi. Je pense que la question qui a été posée, c'est de faire le... Vengeance. Vengeance, c'est pas le ménage. Ça. Mais... Non, le ménage, c'est parce que dans la fonction... aux États-unis... Je parlais plutôt de la revanche et de la vengeance. Le ménage dans la fonction... aux États-Unis, il y a un système qu'on appelle le spoil system. C'est ça. Tu arrives, tu viens tout le monde, mais légalement. Mais ce qu'il dit, je termine. Il a promis des chantiments à ses adversaires. Je termine. La vengeance en soi, la vengeance en soi, il est élu président des États-Unis, il a besoin de diriger le pays. Je pense qu'il va pas faire. Il n'y aura pas de vengeance. Alors, je vais aller plus loin. Il n'y a pas de mais il n'y aura pas de vengeance parce qu'il aura besoin de construire le pays. Alors, je vais juste aller plus loin. Il l'a dit je vais préciser mon propos parce que l'unité maintenant, que je suis élu président. Il faut aller vite, il faut Alors, pourquoi je parle de vengeance? Parce qu'il a déjà annoncé qu'il ferait le ménage, y compris dans l'armée. La question n'est peut-être pas ma question. Oui, non, mais c'est ça la vengeance. Je parle des menaces dirigées contre des adversaires. Il ne peut pas virer les gens dans l'armée. Non. Dans l'armée, non. Dans l'armée, c'est... Jean-Paul Benoît, allez-y. Je peux dire calmement une chose, je vais essayer de faire une distinction entre le candidat et le président. Exactement. Il est élu président. Il va raisonner en fonction de son intérêt, d'abord, et ensuite, je pense, de l'intérêt des Américains. Il a intérêt, pour laisser une certaine image dans le pays, à ce que ces 4 ans de présidence se passent convenablement. Il aime le rapport de force. Tout à fait. Dans les relations internationales, dans les relations commerciales et dans les relations politiques. Mais lors de son discours ce matin, prenant acte de sa victoire, il a été beaucoup plus apaisé et beaucoup plus calme qu'il ne l'a été pendant la campagne. Donc, il a appelé à l'unité. Et il a appelé à l'unité. Monsieur Trump, il aura en face de lui le problème du réarmement industriel des États-Unis, de la guerre en Ukraine. Il a dit en 24 heures, il va terminer la guerre. Force nucléaire de l'Iran. Et il voudra démontrer qu'il peut être l'homme de la paix. Donc, pour être président des États-Unis, ce personnage qui est un comique de situation, parfois, n'est pas inintelligent. Donc, il peut être capable, parce que je pense en plus qu'il a une meilleure équipe que quand il a pris le pouvoir pour la première fois, et il ne pensait pas être élu la première fois. Il a été très surpris de sa victoire. Là, il ne l'a pas été. Et il a joué très habilement de la victimisation. Et maintenant, je pense qu'il va passer à une période d'apaisement. Alors, je ne dis pas que ça va être simple et facile pour notamment l'Europe, mais on n'a pas le temps d'en parler. Il faut l'espérer. Mais il faut l'espérer, je l'espère pour les États-Unis, qui est quand même... Un mot rapide, les uns les autres, sur quelques promesses de M. Donald Trump pendant la campagne, qui disait « Si je suis élu, je détruirai tous les gangs du pays. Tant mieux. Et dès que je serai élu, je ferai déporter tous les criminels migrants. » Et si j'avais, il dit, si j'avais été au pouvoir, Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine, en promettant d'ailleurs qu'il pourrait arrêter la guerre en Ukraine en 48 heures. Qu'est-ce que vous pensez de ces promesses? Parce que les électeurs vont lui demander des comptes. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Il a intérêt à réussir ces 4 ans. Et je pense que
comme c'est un homme, et Poutine le sait, et on le sait au plan international, qui est constamment dans le rapport de force, quand il dira un certain nombre de choses, il sera plus crédible que l'était. Enfin, arrêter la guerre en 48 heures quand même. Non, je n'ai pas dit 48 heures, ça peut être 72 24 heures. Il a même dit, 24 heures, il a dit. 24 heures même. Oui. Ou détruire tous les gangs du pays. Exactement. Non, mais ça, c'est de la démagogie. Pendant la campagne, on peut le faire. Mais par rapport à la Russie, de toute façon, Poutine s'est exprimé ce matin pour dire, de toute façon, que ce soit lui ou Kamala, si elle avait été élue, tous les présidents américains, ils sont anti-russes. Donc, il ne se fait pas d'illusions, même s'il dit, bon, peut-être il peut arrondir les angles. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est simplement ceci que je pense qu'il va, mais comme il l'a dit beaucoup, et même répété hier ou ce matin, là, c'est vraiment le protectionnisme qui va mettre en place aux États-Unis. D'accord. Oui, bah, ce qui n'est pas nouveau. Exactement. Un isolationniste tout à fait. bien connu. Voilà. Alors, Guy. Donald Trump est une personnalité politique qui fonctionne de manière transactionnelle. Il l'a fait pendant son premier mandat, il le fera de la même façon. Ça se fera sur le dos de l'Ukraine. Il va dealer avec Vladimir Poutine. Au sens commercial. Il va lui dire tu prends tel ou tel territoire. Enfin, ils vont trouver un accord. Et moi, je pense que la guerre en Ukraine va s'arrêter. Il faut peut-être demander l'avis des Ukrainiens à ce moment-là. Alors, leur demander leur avis, oui ou non, en sachant que... Mais écoutez, vous savez, les Ukrainiens n'ont pu soutenir l'effort de guerre jusqu'aujourd'hui que grâce aux Américains. Si jamais les Américains arrêtent de livrer les armes... Si on fait la paix, il faudra faire la paix avec les deux belligérants. Mais s'ils n'ont pas d'armes pour se défendre, vous voulez qu'ils fassent quoi? Il faut soumettre l'Ukraine. Non, mais si Donald Trump a envie que l'Ukraine accepte les termes d'un accord qu'il aurait passé avec Donald Trump... Il n'a pas dit que les Ukrainiens accepteraient des conditions qui leur seraient imposées. Si les Américains... L'effort de guerre ukrainien a été soutenu à 90% par les Américains. Si Donald Trump dit... mais ça va se poursuivre parce que si Donald Trump veut que l'Ukraine adhère à l'accord qu'il aurait, on parle au conditionnel... Il y a une période de transition jusqu'en janvier. Exactement. Et pendant cette période, le pouvoir en place doit donner au futur président l'ensemble des informations secrètes et militaires. Oui. Donc déjà, on va passer à une autre phase du mandat de Biden. Gracien, vous avez le mot de la conclusion sur cette thématique. J'ai l'impression qu'on va certainement reparler des États-Unis, de la politique américaine au cours des prochaines éditions. On ne va pas épuiser le sujet ce soir. Non, parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe et des États-Unis, ce qui est quand même très important. On aura l'occasion, cela vaut une édition. Exactement, en soi. Sur la thématique de l'Ukraine, par exemple, c'est que Trump, il aura besoin de régler deux choses. D'abord, il a besoin de l'argent, de ne plus continuer à payer la guerre. Deux, c'est d'arrêter pratiquement cette guerre, parce qu'il va dire, voilà, j'ai fait quelque chose. Les gangs, il ne va pas combattre les gangs. Là, c'est un problème, c'est compliqué. Mais pour la guerre, compte tenu déjà de la progression des Russes sur le terrain, s'ils ne donnent pas les moyens aux Ukrainiens, les Européens sont incapables de soutenir l'Ukraine. Mais je pense qu'il va y avoir un temps de cesser le feu pendant les négociations. Mais je pense qu'il aura vraiment la paix en Ukraine parce qu'il va l'imposer pour des raisons rien qu'économiques, pas politique ou militaire. Je ne pense pas qu'on impose la paix comme ça. Mais bon. Certains analystes politiques estiment qu'une des raisons, il y en a plusieurs, une des raisons de la défaite de Biden, enfin de Kamala Harris, est justement le coût estimé de la guerre en Ukraine et aussi à Gaza. C'était Gracien qui concluait ce sujet. Désolé, mais Gracien, il est... Je suis désolé, vous avez l'occasion. Vous avez un siège permanent ici. Merci, ne vous employez pas. Et nous parlerons donc prochainement des États-Unis et l'Europe, des États-Unis et l'Afrique également. C'est très important. Nous avons évidemment quelques sujets à décliner comme ça sur cette nouvelle administration américaine qui va se mettre en place. Alors rapidement, un mot sur cette bonne nouvelle venue du Botswana. On sait que depuis plusieurs années, le Botswana, cette ancienne colonie britannique, est présentée comme l'une des démocraties les plus confirmées sur le continent, une démocratie apaisée, mais tout de même dominée depuis plus de 5 décennies, depuis l'indépendance, par le même parti politique, le Parti démocratique du Botswana, le BTP,
parti qui a remporté les élections depuis plus de 5 décennies. Donc. Mais cette fois, aux dernières législatives, c'est une alliance de l'opposition, l'alliance de gauche menée par l'UDC, principale formation de l'opposition dans le pays, qui a obtenu la majorité absolue au Parlement et qui va donc diriger le pays. Alors, le 1er novembre dernier, le président du Botswana, Motwetsi Masisi, a reconnu sa défaite et félicité l'opposition tout en promettant de faciliter la transition. Gracien, vous connaissez un peu, même beaucoup, même le Botswana. C'est une première alternance paisible pour une démocratie souvent qualifiée d'exemplaire. Oui, depuis l'indépendance, c'est une démocratie exemplaire. Rien que, bon, pas seulement au niveau politique, il y a au niveau de la politique, au niveau de la société civile, en interne, il n'y a pas ce qu'on trouve ailleurs, la dictature ou la violence contre les gens. Et puis, c'est un pays qui produit beaucoup de diamants. Bon, malheureusement, il y a des problèmes de vente de diamants dans ces jours. Et la caisse, bon, ils ont beaucoup d'argent, sauf que dans ce pays, je pense que c'est lui qui perd les élections. C'est parce qu'il y a un certain niveau de chômage. Et il y a un problème, ils ont un fonds qui est issu des diamants, mais en réalité, l'utilisation de ce fonds pose un problème parce qu'ils ont thésaurisé, ils n'ont pas beaucoup investi et donc du coup, ça crée le chômage, même si les gens, ils sont formés et donc du coup, il a perdu les élections. Les autres qui arrivent, je pense que celui qui arrive, il va essayer de lutter contre la corruption et il va maintenir le système parce que c'est le modèle de l'Afrique avec certains pays comme on peut dire le Cap-Vert et le Maurice. Ce sont des exemples que les Africains ont pris ainsi. Mais il y a une vraie culture démocratique quand même qui est ancrée dans le pays désormais. Ah oui, on peut pas. Ce n'est pas un pays où quelqu'un peut venir et s'improviser dictateur. Hein. Il y a surtout les gens qui étaient au pouvoir, comme la dynastie des Kama qui était au pouvoir depuis un bon moment. Mais à un certain moment, les gens ils ont dit non, vous devez quitter le pouvoir parce que il y a la corruption, il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc, il y a vraiment, c'est ancré. Et puis, ce n'est pas beaucoup de gens. Un grand pays avec 2 600 000 personnes. Donc, c'est un pays facilement gérable, mais qui dépend aussi de l'Afrique du Sud. Le chef de l'État étant élu par le Parlement, c'est donc le leader de l'opposition, M. Duma Boko, qui sera le prochain président du Botswana. Duma Boko, rapidement, c'est un avocat, défenseur de droits humains. Il a 54 ans. Et diplômé de Harvard. Donc voilà, c'est l'opposition donc, qui désormais devient la majorité au Botswana, pays donc présenté souvent depuis plusieurs années comme une démocratie à la fois apaisée et exemplaire. On arrive à la fin de cette émission. Vous voulez dire peut-être un mot rapidement sur le Botswana? Non, en 30 secondes justement... Un satisfait peut-être pour le Botswana? Non, mais ça doit servir de leçon à tous ces pays d'Afrique centrale où on s'accroche au pouvoir indéfiniment et on brime les oppositions. C'est vrai qu'il y a une forme de lassitude de voir le même parti au pouvoir pendant longtemps, mais ça n'a pas drainé de l'aigreur au pouvoir. L'opposition n'était pas brimée au bout. Non. Non. Oui. Alors, parfaite transition parce que... En 30 secondes vraiment, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, la démocratie, elle est en danger un peu partout. Moi, j'ai vu qu'au Japon, le Premier ministre avait perdu les élections et puis avait annoncé qu'il n'allait pas se représenter. Donc, vous savez, on pousse souvent la vindicte contre les pays africains, mais finalement, c'est partout autour du monde où la démocratie est fragile. C'est un système humain. Il ne faut pas non plus généraliser pour l'Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Oui, mais souvent... une grande diversité de situations. En tout cas, certains pays africains sont montés du doigt, alors qu'à mon avis, je pense que c'est un peu à tort. Alfred Sango-Lokoro, merci d'être venu. Gracien Okinde-Kiza, merci. Maître Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Guy Debal, merci à vous également. L'émission a été réalisée, comme chaque semaine, par Romain Clicquot de Menc et... alors on le remercie, parce que voilà, un merci collectif à Romain pour sa grande disponibilité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.